Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Mayer-Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Rouen, jolie ville, Rouen, et candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est pour le mois de juin. 13-14, 14-15, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, bon, on en parlera tout à l'heure. Mais si nous revenions sur le 1er mai, vous avez défilé hier. Non, vous étiez à Dunkerque. Ah bah, moi, j'ai défilé à Dunkerque. Vous avez défilé à Dunkerque. Je vais revenir sur Dunkerque et sur ArcelorMittal. Mais je vais commencer avec ce qui s'est passé à Paris. À Paris, des militants socialistes, des élus, des sympathisants socialistes étaient dans le défilé du 1er mai. Et que s'est-il passé exactement? Vous avez des informations, évidemment. Racontez-nous. Oui, vous avez raison, il s'est passé quelque chose de très grave en réalité. Comme chaque année, les socialistes étaient présents au défilé du 1er mai à Paris, en particulier les socialistes de Paris. Oui. Je pense notamment à Lamia El Harraj, qui est la première des socialistes à Paris. Il y avait un stand, voilà, il y avait des militants, des élus. Alors je précise de toutes les sensibilités du Parti socialiste. Il y avait Emmanuel Grégoire, il y avait Marafovic, il y avait bref, il y avait Arnaud Simion, il y avait Chloé Ridel, il y avait tout le monde. Jérôme Guedj. Et Jérôme Guedj. Non mais je le précise parce qu'on parle beaucoup de Jérôme et on a raison parce que c'est absolument grave. Il n'était pas seul. Il y a eu une agression qui a concerné plusieurs socialistes, y compris des militants anonymes entre guillemets. Oui. Il y a eu d'abord des insultes, bon vous me direz c'est pas la première fois, des menaces verbales, et puis sont arrivés des lâches encagoulés, vêtus de noir, qui ont carrément agressé physiquement les militants et les élus socialistes. Pourquoi? Il faut le dire. 1, parce qu'ils sont socialistes, et 2, parce que certains d'entre eux sont juifs. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Tir de mortier, monsieur Bourdin. Tir de mortier. Et on a des copains et des élus dont certains se sont retrouvés aux urgences, qui ont été blessés. Ça aurait pu être extrêmement grave physiquement. Donc moi je dis les choses très clairement, ça n'est absolument pas acceptable. Et ce qui est encore moins acceptable, c'est qu'on est encore à cette heure des partis politiques qui ne condamnent pas clairement. Moi je dis très simplement que tous les élus et tous les militants ont droit, dans une démocratie normale et saine, à pouvoir s'exprimer en fortiori le jour de la fête des travailleurs, librement, pacifiquement. C'est ce qu'on a fait à Dunkerque. J'étais avec François Ruffin, avec Olivier Faure, avec Boris Vallaud. Ça s'est très bien passé pour défendre les salariés d'ArcelorMittal. Bon, là, c'est extrêmement grave et il faut dire les choses. C'est mu par 2 raisons, parce que nous sommes socialistes et parce que certains d'entre nous sont juifs. C'est absolument scandaleux. Alors, ces agresseurs lâches, comme vous dites, habillés de noir, on criait des slogans, des insultes. Qu'est-ce qu'ils disaient? Encore une fois, il y a eu 2 phases. Des personnes non cagoulées, qu'on peut donc identifier, qui ont insulté. C'était déjà arrivé quelques jours avant, au moment de l'hommage à Aboubacar Cissé. Et en particulier, Jérôme Guedj, là aussi, avait été insulté, puis finalement exfiltré. Bon, oui, bien sûr, il y a eu des insultes très claires, et à caractère antisémite. C'est du racisme. C'est de l'antisémitisme, bien sûr, et c'est du délit de sale gueule vis-à-vis des socialistes, parce qu'il y a les deux. Les socialistes se font agresser parce qu'ils sont socialistes, parce que on entend PS partitionnisme. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous combattons Benyamin Netanyahou, nous défendons un État palestinien, une solution à 2 États. Nous sommes très clairs, mais nous taxer comme ça, en nous insultant, en nous agressant, c'est absolument inacceptable. Et ensuite sont arrivées des personnes cagoulées, donc des lâches, parce qu'en réalité ils se cachent, ils ne servent aucunement la cause des travailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Agression et menaces physique avec des militants et des élus socialistes qui franchement se sont retrouvés en grand danger. Alors, vous faisiez allusion à ceux qui n'ont pas condamné. LFI n'a pas condamné. Vous l'avez remarqué comme moi. LFI fait du LFI, c'est-à-dire nous condamnons toutes les formes de violence, etc. Je n'ai pas vu de marque claire de soutien, particulièrement à Jérôme Guedj. Est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce que quelque part ils ont une part de responsabilité sur cette agression? Pas que celle-là d'ailleurs. Sur le sentiment, sur comment dire, sur le point de vue qu'on peut avoir certaines fois à gauche du Parti Socialiste. Je veux être très précis. Moi, je ne fais pas d'amalgame. Et donc, quand il y a une affaire aussi grave que celle-là, c'est à la justice d'identifier les fauteurs de troubles, les assaillants. D'ailleurs, des plaintes sont déposées. Et Olivier Faure a déposé plainte pour le Parti Socialiste, comme nous l'avions demandé. Boris Vallaud pour les députés, puisqu'il est président du groupe. Et Lamia El Harraj pour les socialistes de Paris. Et c'est très bien, et je salue cette action. Et nous sommes évidemment socialistes solidaires là-dessus. Mais, ce que je veux dire, sans faire d'amalgame du tout, c'est qu'il y a un climat.
il y a un climat et il y a clairement des partis politiques, et effectivement notamment LFI, avec une certaine ambiguïté de la part d'autres partis politiques à gauche. Vous pensez aux écologistes qui sont avec une certaine complaisance, voire qui volontairement sont dans une stratégie de fracturation, qu'ils l'assument d'ailleurs, ils le disent, de la société et du débat, et de fracturation et de brutalisation du débat public. Et moi je dis une chose très claire, je le dis depuis toujours à vrai dire, les socialistes en particulier, la gauche en général, doit sortir de cela. C'est ce que je défends au sein du Parti socialiste, c'est ce que je défends pour toute la gauche. La gauche ne redeviendra crédible aux yeux des Français que quand elle aura rompu avec ce type de pratique, et que quand elle sera absolument claire et ferme et exigeante sur les valeurs démocratiques et républicaines. Est-ce que vous dites que les écologistes sont complaisants ? Non, je vais être clair. Marine Tondelier est-elle complaisante ? Marine Tondelier a eu une réponse, ou plutôt une non-réponse, pleine de sous-entendus sur une autre radio. Elle s'est exprimée ce matin par un tweet pour apporter ses excuses, dont acte. Donc je ne veux pas entretenir de polémique. Je dis juste qu'il faut regarder l'avenir. Moi je suis un responsable politique, je suis impliqué dans un congrès, je souhaite que la gauche soit réorientée. Voilà une des raisons principales. Il faut absolument sortir de cela. Et la ligne que nous portons, elle est très claire. On sort de ça. La gauche et le Parti socialiste doit être clairement à gauche, bien sûr, mais clairement républicain, laïque, et refuser toute forme de compromission ou d'ambiguïté sur les violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Je vais y venir à Dunkerque, à Arcelor. Mais une dernière question concernant ces manifestations. Est-ce que les drapeaux palestiniens ont leur place dans le défilé du 1er mai ? L'expression publique est libre formellement. Après, je vais vous dire, je pense que cette façon de récupérer d'une certaine manière ne sert pas la cause ni palestinienne ni celle des travailleurs. Le 1er mai, c'est la journée des travailleurs. Il ne s'agit pas nécessairement de tout séparer, mais on n'est pas non plus obligé de tout mélanger. Et quand j'entends un certain nombre de slogans, on voit bien qu'il y a une forme de manipulation qui consiste à utiliser la journée du 1er mai des travailleurs pour porter d'autres messages politiques. L'expression, je viens de le dire, dans notre démocratie, l'expression publique est libre. Donc cela ne me choque pas, mais je pense que c'est une erreur. Alors, Nicolas Maillard-Rossignol, vous étiez donc à Dunkerque auprès des salariés d'Arcelor qui sont menacés. En fait, il y a 400 postes qui sont menacés de suppression, 661, mais il y a des reclassements. Enfin bon, en fait, c'est 400 postes. Bon, vous étiez à Dunkerque avec toute la gauche, sauf LFI. Il y avait LFI était présent. Il y avait Aurélie Trouvé, effectivement, de LFI. Mais moi, je me souviens d'une image, celle de François Hollande sur le toit d'une camionnette à Florange, qui voulait sauver Arcelor déjà, et les salariés d'Arcelor. Et ça n'avait pas donné grand-chose. Les promesses n'avaient pas été tenues. Vous, politiques, vous allez sur place. Quelles promesses faites-vous ce matin aux salariés d'Arcelor qui sont menacés dans leur boulot ? Moi, je ne fais pas de promesses. Vous savez, moi, je suis maire d'une ville qui ressemble à certains égards à Dunkerque. Rouen, c'est aussi une ville comme Dunkerque, portuaire. C'est aussi comme Dunkerque une ville ouvrière et industrielle. Moi, j'ai connu la fermeture de la raffinerie Petroplus. J'ai connu, et en ce moment même, les difficultés de Lubrizol. Donc, je sais exactement de quoi il s'agit. Et moi, les ouvriers des usines, je les côtoie au quotidien dans la rue à Rouen. Vous les avez laissés. Vous les avez abandonnés au profit du Rassemblement national, les ouvriers des usines, la gauche, en partie. Je ne suis pas d'accord avec vous, sinon on ne serait plus élu. Sinon, on serait plus. Moi, je suis maire de cette ville. Donc, ces sujets-là, on les traite au quotidien. Et vous avez raison de dire qu'il ne faut pas faire de promesses. Moi, je ne suis pas là pour faire des promesses. Par contre, ce que l'on peut dire, et c'est ce que j'ai dit hier à Dunkerque, comme je le dis à Rouen, c'est qu'on n'a pas tout essayé face à ces situations. C'est qu'il y a des outils qui existent et que le volontarisme politique, il a ses limites, bien sûr, mais il peut faire des choses. Je vais vous donner des exemples concrets. Moi, à Rouen, on avait une papeterie qui s'appelle Chapelle d'Arblay, fleuron de l'économie circulaire, bien connu, papier 100% recyclé. Son propriétaire voulait la vendre, pourquoi ? Pour la détruire, pour la démanteler, pour éviter que la concurrence la reprenne. Pas d'avenir industriel. Nous, on l'a racheté. Pendant 24 heures, j'étais papetier, moi. Pourquoi faire ? Pour pouvoir la revendre à un autre industriel pour orienter son avenir. Cet outil, il n'avait jamais été utilisé avant en France. Pourtant, il existe. Autre exemple, en Europe, aux frontières de l'Europe, des taxes sur des produits qui ne correspondent pas à nos normes écologiques, notamment. Parce qu'on sait très bien que l'acier, il est produit, notamment en Chine, c'est le premier producteur, dans des conditions qui ne sont pas du tout celles européennes. C'est ce que demandent d'ailleurs Mittal et d'autres aciéristes qui sont en Europe. On peut agir au niveau national,
Vous me dites pas mise sous tutelle, mise sous tutelle. Je ne parle pas de mise sous tutelle. En revanche, c'est une proposition de loi socialiste, la mise sous tutelle de l'État. Oui, moi, ce que on parle du site de Dunkerque. On dit peut-être la même chose. Moi, je parle de nationalisation temporaire. Et vous allez me dire, mais c'est une promesse irréaliste. Non. Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique avec General Motors après 2008 ? Ils ont fait ça, exactement. Les lois qui viennent de passer au Royaume-Uni permettent ça exactement. Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne ? Exactement ça. Je dis une chose simple. Si c'est fait en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est pas les pays les plus communistes ou soviétiques du monde. Ils sont plutôt réputés libéraux. Si c'est fait en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, pourquoi ça serait pas fait en France ? Donc il faut pas le faire n'importe comment. Mais la France, l'État a des participations à la Société française des jeux, ou dans des casinos, peut-être qu'il peut se soucier d'industrie stratégique. Et l'acier, c'est absolument stratégique. On parle d'économie de défense, d'économie de guerre. Si vous n'avez pas l'acier, vous n'avez rien. Donc voilà, il ne s'agit pas de faire des fausses promesses, mais il s'agit de tenir ses engagements. Les outils existent, encore faut-il du volontarisme politique. Alors, Nicolas Maillard-Rossignol, puisque nous parlons travail, hier, 1er mai, fête du travail. Enfin, non, c'est fête des travailleurs. Des travailleurs, c'est pas tout à fait pareil, parce que on raccourcit fête du travail. Fête des travailleurs, vous avez raison. Malgré toute la couverture médiatique, il y a eu quand même des contrôles dans certaines boulangeries à Paris, et certains boulangers ont été verbalisés parce qu'ils faisaient travailler des salariés qui étaient volontaires. Vous trouvez ça normal ou pas ? C'est toujours le même débat entre la règle générale et les exceptions. Moi, je suis pour, honnêtement, je suis plutôt pour de la souplesse et pour des débats. Je pense qu'il faut s'épargner des polémiques. Ensuite, le 1er mai, il y a un principe quand même. C'est un principe de fête des travailleurs et de donner à ce jour une forme de sanctuarisation pour justement permettre les défilés qui devraient être pacifiques, pour permettre aussi le débat politique, dans le bon sens du terme, sur les questions liées au travail. On pourrait parler des retraites, on pourrait parler des cotisations, on pourrait parler de la durée de travail, il y a beaucoup de sujets. Voilà. Donc, bon, je vois bien la polémique là-dessus, je pense qu'on aurait pu s'épargner cette polémique et mettre un tout petit peu de souplesse. Voilà. Bien. Polémique et débat, plutôt que polémique, autour des retraités en France. Alors, je vous pose la question directement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Faut-il supprimer les 10% d'abattement fiscal dont bénéficient les retraités ? Non, il ne faut pas supprimer, pour répondre précisément à votre question. Oui. Je suis précis. Oui. Et, en fait, votre question part d'un présupposé, je crois, que je vais expliciter, c'est que la situation des finances de l'État est catastrophique. Oui. Il y a un déficit terrible, la dette a explosé. Oui, mais il faut quand même le dire. Oui, même on le dit sans cesse, mais à juste raison. Non, mais parce que des fois, on donne des leçons à la gauche. Moi, je suis maire, je dois gérer plus d'1 milliard d'euros d'argent public. Si j'avais mis mon territoire dans la même situation budgétaire, je peux vous dire que j'en entendrais parler. Non, mais attendez, vous êtes maire. On vous demande des économies, c'est vrai, en tant que maire. Mais moi, je vais vous poser une question. Depuis 10 ans, combien de fonctionnaires avez-vous embauchés à la mairie ? Est-ce que les effectifs ont progressé à la mairie de Rouen ? Ils n'ont pas particulièrement progressé, ils ont augmenté dans des domaines spécifiques, je peux vous le dire, la police municipale et les bibliothèques. Mais ils ont globalement augmenté quand même. Oui, bien sûr, mais vous savez quelle est la part de la dette des collectivités locales ? Ça coûte une fortune à l'État. Alors, je vous réponds très... Non, mais faisons attention à ne pas colporter des idées qui sont inexactes. Qui est en déficit ? Les collectivités ? Non, elles n'ont même pas le droit de faire un déficit. Si je vote un budget en déficit, je vais en prison. L'État est en déficit depuis 40 ans. Qui fait de la dette ? La dette publique en France ? Collectivités locales, État et aussi hospitalier. Bon, 90% de la dette en France, c'est l'État. Les collectivités, tout compris, moins de 10%, absolument vérifié. Moins de 10%, la dette, c'est les collectivités. Ah non, je suis je vous invite à vérifier. Vérifier. Allez, on regarde. Je serais heureux de vous payer un verre si je me suis trompé. Je vous assure que c'est exactement la vérité. En terrasse, où vous voulez. Ça rouspète d'ailleurs en terrasse. À condition que ce soit à Rouen, Monsieur Bourdin. Oui. Mais, non, je suis très précis et je redeviens sérieux. Moins de 10%. Donc il est faux d'imputer la situation budgétaire aux collectivités locales. Maintenant, revenons au sujet sur les retraités. Je suis contre la suppression de cet abattement en général. En revanche, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, vous avez un plafonnement sur cet abattement, qui est élevé. Et donc, des retraités, c'est une proportion minoritaire, mais des retraités qui ont une très haute retraite profitent finalement au détriment des autres retraités de cet abattement. On pourrait baisser
le plafond sur cet abattement, de façon que les personnes qui ont des retraites normales, moyennes ou a fortiori modestes, ça ne changerait rien pour elles, alors que celles et ceux qui ont des retraites beaucoup plus confortables auraient un abattement un peu plus faible. Modulé en quelque sorte. C'est tout simple. Après, il faut trouver le curseur, mais c'est faisable et ça rapporterait des milliards quand même, parce qu'on parle de sujets qui au final, touchent des milliards d'euros. Est-ce que vous regarderez les cahiers de doléances après les Gilets jaunes, qui sont d'ailleurs rendus publics là C'était une demande de notre part. Une promesse. Quand même, 2018, on est en 2025. Oui, le grand débat, c'est accessible maintenant. 4 thèmes se sont dégagés. Pouvoir d'achat, éducation, économie, santé. Bien avant l'immigration et bien avant l'insécurité. Même si l'insécurité, aujourd'hui, au quotidien, bien sûr, vous le savez, vous, à Rouen, parce que vous êtes confronté comme ailleurs bien sûr, au trafic de drogue, au narcotrafic. Et je vous remercie de dire que les maires de gauche se coltinent ces sujets tous les jours, absolument. Évidemment, évidemment. Mais je suis étonné. Pouvoir d'achat, éducation, économie, santé. Je ne trouve pas que la gauche se soit emparée de ces sujets depuis quelques années. Et je suis obligé de dire que vous avez partiellement raison. Et notamment pour ma famille politique. Ce qui explique, par exemple, plus exactement, un score catastrophique à la dernière présidentielle. Plus exactement, je pense qu'il y a un paradoxe, parce qu'on vient de le dire pour la sécurité, mais c'est vrai aussi pour ces sujets. Au quotidien, vous avez beaucoup de personnalités de gauche, je vais parler pour les socialistes, des maires, des parlementaires, qui travaillent sur ces sujets. Guillaume Garot, en ce moment, proposition de loi sur la santé. Vous la soutenez ? Bien sûr. Sur les si je prends Philippe Brun, les mamans solo, les questions de pouvoir d'achat pour les familles monoparentales, et en pratique c'est souvent des femmes, on le sait bien. Bon, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un paradoxe, parce que d'un côté, vous avez des individualités. Moi, je travaille tous les jours, comme Michael Delafosse à Montpellier, par exemple, sur les mobilités, la gratuité des transports, sur la sécurité, des sujets qui sont au cœur des préoccupations, notamment des Gilets jaunes. Mais là où vous n'avez pas tort, c'est que au niveau national, notre famille politique n'est pas vue, c'est peut-être injuste, mais c'est vrai, c'est comme ça, n'est pas vue comme... Parce que nous n'avons pas réussi à faire équipe, à montrer une ligne commune, à porter dans le paysage médiatique une offre très claire, crédible, pas raconter n'importe quoi. Parce que vous avez cultivé l'ambiguïté, par exemple avec LFI, qui parle sans cesse de problèmes communautaires et de problèmes palestiniens ou autres, qui importent une guerre sur le territoire français. C'est à cause de ça ? C'est dirais... parce qu'il y a eu une ambiguïté. Moi, je ne cherche pas à mettre les responsabilités sur les autres. Je dis juste que... Mais si, c'est la responsabilité du premier secrétaire, Olivier Faure. Je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit. Je dis juste que si moi je suis... Vous êtes son rival. Voilà, si vous voulez, je suis son concurrent plus exactement. Bon, non, mais je veux être précis. Bon, je dis juste une chose simple. Le Parti Socialiste, il doit bosser. On a des militants, on a des élus locaux, on a des parlementaires qui individuellement ont plein d'idées, ont plein d'expériences. Ils n'ont pas été suffisamment écoutés, ils n'ont pas été suffisamment valorisés. On a la matière, et le rôle d'un parti politique, c'est pas juste d'être un outil de propulsion électorale ou de faire des accords électoraux, si important soit-il, c'est d'abord de bosser et de proposer une vision, un projet et des réponses concrètes aux attentes concrètes de nos concitoyens. Alors, moi, je suis maire, je suis un élu de terrain. Les gens, ils me demandent pas des grands discours, ils me demandent des propositions concrètes, crédibles, pas des grandes promesses comme vous le disiez tout à l'heure, qui répondent à leurs inquiétudes et à leurs aspirations au quotidien. Je rappelle que ce sont les élus plébiscités par les Français, les maires. Nicolas Maillère-Rossignol, aucune alliance électorale avec LFI, ni au municipal, ni à la présidentielle. Voilà, c'est ça. C'est ça, vous êtes clair. C'est clair, c'est net, c'est précis. Oui, je peux pas être plus clair. On a besoin de cette clarté. Encore une fois, on peut trouver ça injuste, peu importe. Les Français considèrent qu'on est flou. Et moi, je suis anti-flou. Voilà, je veux de la clarté. Donc oui, ce que vous venez de dire, exactement, notre ligne, elle est claire. C'est d'ailleurs la ligne que nous portons depuis toujours. Elle est claire, elle est nette, elle est précise. Mais très bien. Donc à la mairie de Rouen, vous serez candidat à la mairie de Rouen ? C'est pas décidé encore. Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Ah, c'est pas que ça me fait hésiter, c'est que c'est pas le sujet du moment, c'est tout. Non, mais d'accord. La décision viendra au moment opportun, voilà. Mais quand on est attaché à une ville, on a envie de continuer, non ? Oui. Bon, après, vous savez sans doute ma situation de santé, il y a quelques incertitudes, voilà. Bah, évidemment que j'ai envie de continuer, si c'est ça votre question. J'adore ma ville, j'adore les Rouennaises et les Rouennais. Je suis très fier de ce qu'on fait ensemble. Je pense que la ville, aujourd'hui, on gagne des habitants, on gagne des étudiants, on gagne des touristes. Le commerce centre-ville et ce bas est extrêmement dynamique. Voilà, on est très fiers ensemble. Bien sûr qu'il y a aussi des difficultés, mais ce n'est pas le moment d'annoncer une candidature. Bon, votre santé ?
va bien. Vous avez rendu public votre cancer. Suivi, vous parliez de santé tout à l'heure pour les Gilets jaunes, magnifiquement, et je les remercie tous les jours, suivi par le CHU, l'hôpital public de Rouen, qui, je peux vous dire, est souvent dans de grandes difficultés, notamment les urgences, avec un personnel dévoué absolument incroyable. Alors, Nicolas Maillard-Rossignol, je regardais des enquêtes d'opinion qui sont sorties hier, qui disent que la gauche unie avec LFI fait mieux que la gauche unie sans LFI. Oui, enfin, elle perd. Ah oui, elle perd, mais elle est au second tour avec LFI, me semble-t-il. Alors, je crois que vous faites référence à un sondage qui vient de sortir. Mais c'est un sondage sans nom, Monsieur Bourdin. Ah bon? Mais il vient d'où? Un sondage sans nom. Je ne sais pas d'où il vient. Mais vous avez déjà vu des sondages sans nom, vous? Enfin, faut être sérieux. Quand on fait une élection, vous pensez vous avez deux élections. Une manipulation là-dessous? Non, j'en sais rien. Je dis pas ça. Je dis juste que vous avez deux élections en France où la personnalité est extrêmement importante pour déterminer le résultat. Ce sont les élections municipales. On comprend bien, les maires, et l'élection présidentielle. Donc faire un sondage sur l'élection présidentielle sans nom, si vous voulez, laissez-moi juste sourire. 2026-2027, c'est deux élections municipales. Pour la gauche, c'est essentiel, cette municipale-là. Pour la gauche socialiste. Je vous remercie de dire ça, parce que moi j'entends beaucoup de gens qui me parlent que de la présidentielle. Mais oui. Alors moi je dis un truc tout simple, et les militants, vous avez raison. Je pense, l'entendent très très bien. C'est que avant l'élection présidentielle, il y a un truc qui s'appelle les élections municipales. Et que si nous perdions, la gauche, les socialistes singulièrement, puisqu'on est maire dans un certain nombre de villes, ces élections-là, je pense à Paris, je pense à Lille, je pense à beaucoup d'autres villes, Montpellier bien sûr, où j'espère que Michael Delafosse, et je souhaite qu'il gagne, et il a tout le talent pour cela et toute l'expérience. Si on perdait par malheur ces élections municipales, mais enfin vous oubliez tout le reste. Donc je voudrais que ma famille politique se concentre sur l'essentiel. Les militants nous le disent, la priorité, moi je vais dans les assemblées générales des militants socialistes, qu'est-ce qu'ils me disent? Bizarrement, ils ne me parlent pas tellement de la présidentielle, de l'union, de tout ça. Ils me disent d'abord les élections municipales. Moi je suis maire, je sais que c'est d'abord ça la priorité. Alors, je termine, 13-14 juin Nancy, le congrès du PS, 3 motions essentielles, 3 motions, celle d'Olivier Faure, la vôtre et celle de Boris Vallaud. Est-ce que Boris Vallaud pourrait vous rejoindre avant ce congrès? En tout cas, je le souhaite. Vous discutez avec lui? Oui, bien sûr, mais on discute avec tous. Vous savez, il n'y a pas de... Oui, d'accord. Si votre question, c'est est-ce qu'on se parle toutes et tous? Est-ce qu'une coalition, Nicolas Maillard-Rossignol, Boris Vallaud, pourrait voir le jour? Pour battre Olivier Faure. Non, mais le sujet, c'est pas battre Olivier Faure. Mais si, quand même. C'est peut-être la conséquence. Mais non, posons le débat au bon niveau. On est dans une situation grave, le moment est grave, on vient d'en parler, on n'a pas parlé du contexte géopolitique qui est terrible. La question pour le Parti Socialiste, pour moi, c'est simple. Si on est content de l'état de la gauche actuellement, de l'état du Parti Socialiste actuellement, alors il ne faut pas changer. Moi, je ne suis pas satisfait de l'état de la gauche et du Parti Socialiste aujourd'hui. Je pense qu'on doit retrouver, on l'a dit, un Parti Socialiste clair sur ses valeurs, un Parti Socialiste qui bosse, qui travaille. Et donc, nous, on propose ce changement et cette clarté. Toutes celles et ceux, Boris Vallaud comme d'autres, qui souhaitent ce changement doivent se poser la question, est-ce qu'on veut le changement ou pas? Nous, on veut le changement et la clarté. Il faut enfin retrouver une ligne clairement à gauche, clairement populaire et clairement républicaine. Est-ce que François Hollande vous soutient? Faut lui demander. Mais encore une fois, il ne s'est pas engagé pour l'instant, non? Je sais pas, moi, ça fait très très longtemps que je n'ai pas parlé à François Hollande. Mais encore une fois, il y a une nouvelle génération, vous savez. Moi, j'ai une équipe. Oui, c'est fini, François Hollande. Oui, c'est un ancien. C'est un ancien président. C'est un homme du passé, quoi. Je n'ai pas dit ça. Je pense que sa lecture sur les questions. Non, je vous réponds. C'est un ancien président de la République. Et tous les mots comptent. Ancien président de la République. Voilà. J'ai compris. Il y a une nouvelle génération, Karim Bouamrane, Philippe Brun, Carole Delga, Valérie Rabault, Jérôme Gage. Voilà, ça c'est notre équipe. Ça a quand même de la gueule. Il y a une Dream Team là. Et on peut le changement et on peut la clarté. Alors allons-y. Bien, Nicolas Maillard-Rossignol, merci, 8h58, vous êtes sur Sud Radio. Après 9h, Patrick Roger.